Bonjour Olivier, Bonjour Lara. merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Olivier, on s'est rencontrés quand j'étais la CEO d'une entreprise qui s'appelle Cara. Et Salesforce m'avait gentiment invitée à Dreamforce à San Francisco. Je ne sais pas si tu te souviens. Et j'avais trouvé ça incroyable. J'avais vu Barack Obama. J'ai trouvé ça fou. Et je t'avais rencontré. Encore mieux que Barack Obama. Avant qu'on parle de cette époque où tu étais CEO de Salesforce France, j'aimerais qu'on revienne en 1986, cette année bénite où je suis née et où tu étais ingénieur informatique. Eh oui. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment c'était et qu'est-ce que ça voulait dire d'être ingénieur informatique en 1985-86? Parce que pour moi, à cette époque, il n'y avait pas d'ordi. Donc là, quand j'ai vu que tu avais été ingénieur informatique à cette époque, je me dis qu'il y avait des ordis. Donc ça ressemblait à quoi? C'est une question super sympa. Je ne savais pas exactement ce que tu voulais, où tu voulais en venir avec l'année 1986. Donc assez vite, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je faisais en 86? Qu'est-ce que je faisais en 86? J'étais pas encore où je venais de sortir de l'armée et de mes études, en effet. Et j'avais fait des études de mathématiques poussées pour m'apercevoir peut-être 3 mois avant tous les concours que ça ne me plaisait pas trop les mathématiques. Mais j'étais là, alors je me suis réorienté tout de suite vers des études d'informatique appliquées à la gestion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? Des ordinateurs sur lesquels on travaillait à l'époque, c'était des ordinateurs qui remplissaient cette salle, voire des salles plus grandes. Et on avait des écrans, mais on n'avait pas de PC à l'époque. Bien entendu, on n'avait pas de téléphone et on n'avait pas de PC, mais on avait de gros ordinateurs avec des écrans et une interface vraiment pas très jolie par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Assez ancestrale. Je ne sais pas, à certains qui connaissent le Minitel, ça ressemblait plus à des Minitel qu'à autre chose. Et les langages sur lesquels j'ai appris à développer, parce que j'ai appris à développer, c'était Turbo Pascal, Basic, COBOL. Le BAL, c'est le Basic as an Application Language. Et j'ai écrit moi-même des comptabilités, par exemple, en BAL. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'après, tu es passé à la vente. Alors, je ne suis pas passé à la vente directement, mais j'ai lu un article qui a changé ma vie. Alors là, on veut savoir. J'ai lu un article qui a changé ma vie sur la recommandation de mon père qui m'a proposé de lire cet article. Et je lis cet article. C'était un article sur le métier d'ingénieur d'affaires ou d'ingénieur commercial. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire quand on a 20, 22, 23 ans et qu'on vous dit je veux être ingénieur d'affaires. Je sais. On ne sait pas. Et dans cet article, c'est un article qui m'a convaincu que ça, c'était une voie que je voulais explorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet article disait que c'était pour des gens attirés vers les autres, attirés vers la discussion, la conversation, l'écoute, plus que parler, et la culture générale. En effet, quand on est ingénieur commercial, on représente sa marque, sa société, et l'objectif est bien de vendre les services ou les produits, ou les deux, de la société que nous représentons. La meilleure façon de le faire, c'est aussi de parler plein d'autres choses et de discuter avec ces contacts de plein d'autres choses que uniquement des produits ou des services qu'on a à vendre. Et moi qui étais déjà très proche des gens, attiré par les gens, attiré par les conversations, attiré par des millions de sujets tellement que ça me faisait mal à la tête, tellement je voulais découvrir des tas de choses, surtout après avoir fait 10 ans de mathématiques intenses, je me suis dit, il faut que j'essaye. Et comme dans la formation que j'ai vue, il y avait marqué informatique appliquée à la gestion, je me suis dit, peut-être que ça va m'aider. Parce que c'est à la fois informatique, un peu ingénieur, développeur, mais gestion, c'est peut-être un peu pouvoir partir dans une autre direction. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais si on fait une petite pause juste avant d'enchaîner au premier métier après que tu as eu, moi j'ai lu dans pas mal de bouquins de sales que 50% de la vente, c'est la relation humaine. Là, ce que tu me dis, c'est ça. Quand tu me dis je parle plein d'autres choses, c'est juste créer un lien avec l'autre, c'est ça? Alors, oui, il y a toujours un lien à créer et le mot qui va, je pense, être le plus important dans notre conversation, quelle que soit sa durée, ça va être le mot confiance. Comment inspirer confiance avec le temps imparti? Alors, quand on vend devant le printemps ou devant la Samaritaine
un cheval qui saute, c'est pas la même chose que quand on vend une centrale nucléaire à un État ou des avions d'assaut à un État. Les cycles de vente sont radicalement différents. Dans un premier cas, ça doit durer maximum 3 minutes, et dans d'autres cas, ça peut durer une dizaine d'années. Le nombre de personnes à qui impliqué va aussi varier, et donc tout le monde comprend que ce n'est pas exactement le même métier, même si la finalité est de convaincre quelqu'un en inspirant confiance. Après, il faut se poser la question, combien de temps j'ai pour inspirer confiance et combien de personnes dois-je inspirer pour gagner? Mais la première chose qui me vient à l'esprit là, c'est aussi de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire gagner? Gagner la confiance, mais pourquoi? On est au travail, de relations professionnelles. De temps en temps, ça se prolonge par une relation personnelle, mais c'est très rare. Gagner la confiance. Gagner, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut très vite comprendre que gagner, ça veut dire avoir une commande. Gagner, ça veut dire avoir une commande. Quand on se met ça dans la tête au début, on accepte qu'on a ouvert la règle du jeu, comme un Monopoly, et que le jeu, il y a marqué gagner, c'est avoir une commande. Et quand on a en face de soi des gens, ou une personne, ou des personnes, à l'inverse de soi-même, ou avec qui on ne connecte pas, ou, quelquefois, malheureusement trop souvent, bizarres, voire mal intentionnées, voire méchantes, ça doit nous motiver encore plus de le convaincre en ayant une commande. Oui. Et donc, pour avoir son sourire en face et sa signature. Et donc, il faut être prêt, sans perdre son âme, à aller très loin. Bon, je n'ai pas fait une très grande école du style Polytechnique ou HEC. Mais les Américains, ça les intéresse. Et je me dis peut-être que, en effet, des Américains ou des Chinois, mais il n'y avait pas de Chinois à ce moment-là en France, donc peut-être que des Américains ou des Anglo-Saxons vont être moins, focalisés, obsédés par la grande école, mais plus par ce qu'on fait tous les jours au travail. Et je me suis dit, j'y vais. Je me porte candidat à une campagne de recrutement que j'ai vue dans l'Équipe, parce que je lisais 2 journaux à ce moment-là, l'Équipe et l'autre, je ne peux pas le nommer. Non, c'est une plaisanterie. Donc, l'Équipe, et je vois une offre d'emploi dans l'Équipe. Et je réponds. Et je suis recruté parmi... il y en a sans doute plus. Je suis recruté avec 25 personnes de mon âge, du style 24 ans ou 25 ans. Et on devient une promotion, comme à l'école, payée pendant 1 an par une boîte américaine, qui était le concurrent numéro 1 d'IBM, qui s'appelait DEC à l'époque, DEC, Digital Equipment Corporation, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'ils ont été vendus à Compaq et à HP. Donc maintenant, ça fait partie d'HP. Et je suis rentré là-dedans pour avoir une formation pendant 12 mois, payée, à la fin de laquelle on avait le challenge et l'objectif de trouver un emploi dans la société, soit en tant que commercial, soit en tant qu'ingénieur technico-commercial, soit en tant qu'ingénieur marketing. Et moi, j'ai décidé ingénieur commercial. C'est génial ce truc. Est-ce que tu dirais que c'est... Parce que tu vois, on parle souvent d'onboarding, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder. Est-ce que c'était pas... Attends, un onboarding de 12 mois, c'est incroyable. Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur onboarding que tu as eu de ta vie? Oui, c'est le meilleur onboarding, mais c'était un investissement assez colossal de la part de la société, parce que c'était comme un stage de longue durée, on était payé. Et de façon assez étonnante, on n'avait pas eu de contrepartie obligatoire. On n'était pas obligé de rester 2-3 ans, par exemple, pour rembourser les frais de formation. Par contre, tous les trimestres, il y en avait 1 ou 2 qui sortaient de la société à la demande de la société. Ah, donc ils pouvaient vous virer? Oui, parce qu'il fallait être assidu, fallait être bon. On avait quand même toutes les semaines des points de passage. Il fallait se comporter bien entendu, comme dans le monde de l'entreprise, j'aurais tendance à dire. Bien découvrir, bien travailler, et ainsi de suite, et être reconnu par ses pairs, en plus que d'apprendre toute la richesse des produits de cette société. Et c'était à ce moment-là des ordinateurs, donc du hardware, des gros ordinateurs. On ne parlait pas du tout de logiciel. Le logiciel arrivait gratuit dans le hardware. Et cet onboarding-là, ou en tout cas cette formation, tu peux nous raconter, par exemple, les éléments que tu as gardés et que tu as presque systématiquement ramené à chaque épisode
Que tu as vécu après. C'est là où j'ai eu mon premier cours de vente. Ok. Et je me souviens d'un cours qui s'appelait Spin. Ah, j'adore, vas-y. Et on m'avait donné une carte comme une carte de crédit. Et pendant 20 ans, je crois que j'ai gardé cette carte de crédit dans mon portefeuille. Là, je ne peux pas te la montrer parce que je l'ai jetée un jour parce que je l'avais trop dans mon cerveau. Mais c'est une carte dont je me souviendrai toujours avec une image. Parce que pour mon cerveau en tout cas, mais je pense que c'est pareil pour plein de gens, une image reste beaucoup plus que beaucoup de mots. Et cette image, c'était un monsieur, je crois, c'était pas une dame, un monsieur avec des très grandes oreilles. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, savoir écouter. L'écoute active. Et c'est ça dont je me souviens le plus de ce cours-là, qui était la première année de ma première année professionnelle. Et en effet, j'ai réalisé que malgré tout ce que pensent les Français des commerciaux ou des VRP en général, eh bien non, c'est pas savoir tchatcher et savoir parler qui est le plus important dans ce métier, mais c'est savoir écouter. Il y a un temps pour écouter et il y a un temps pour parler, en fait. Et moi, j'ai remarqué que les meilleurs commerciaux sont ceux qui écoutent à peu près 2/3 du temps et parlent à peu près 1/3 du temps sur tout un cycle de vente. Et pas le contraire. Donc ça, c'est une idée fausse en France de penser que les commerciaux sont d'abord des tchatcheurs et des menteurs. Est-ce que tu ne crois pas que ça, c'est le monde entier qui croit ça? Non. Non, c'est les J'ai Français. eu l'occasion dans ma vie professionnelle de voyager et de diriger des équipes internationales. J'ai eu l'occasion de travailler dans des toutes petites sociétés et dans la plus grande société high-tech du monde, c'était IBM. Par hasard, je suis arrivé là-dedans parce qu'ils avaient acheté la boîte dont j'étais le président en Europe du Sud. J'ai eu l'occasion de travailler en France, en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Scandinavie. Donc j'en ai vu des pays. J'ai travaillé un peu moins avec les gens du continent asiatique et de l'Amérique du Sud, mais quand même un peu. Ma réponse est claire, non. C'est quand même un mal franco-français que de penser que les vendeurs sont des tchatcheurs et des menteurs. Dans les pays les plus anglo-saxons, c'est un métier beaucoup plus noble, dont la réputation est beaucoup plus noble qu'en France. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est culturel. C'est peut-être lié à ce qu'on pense de l'argent en France, et c'est peut-être lié à ce qu'on pense de l'échec ou de la réussite en France. Très possible. Comment on pourrait anéantir ce mal? Alors c'est très difficile de changer de culture. Il ne suffit pas de dire on va changer, parce que c'est des années et des années d'histoire imprégnées, ancrées dans les personnalités des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des frères, des sœurs, des écoles, de toute la communauté. Maintenant, la meilleure façon de faire changer les choses, c'est de se comporter de façon exemplaire. Exact. Et d'essayer d'attirer ou d'inspirer autour de soi, de créer une communauté sur ces bases-là, qui va se répandre et qui va tout d'un coup montrer qu'en fait, la vérité est différente. C'est vrai. Moi, je pense aussi que le fait d'être formé, comme tu l'as été, comme je l'ai été à plusieurs reprises, j'ai été formée chez Disney pour travailler dans les parcs, donc boîte américaine. J'ai été formée sur Customer Centric Selling, qui est une autre méthode qui découle de Spin, ou sur Winning by Design. Et de comprendre aussi que être commercial, et pour toutes les personnes qui sont plus techniques, qui nous écouteraient, c'est aussi de la technique. Moi, je pense que c'est 50% du soft skill qu'on peut développer par notre goût des autres, comme tu disais, et 50% par la formation technique. Il y a vraiment des techniques, il y a des process qu'on peut suivre. Donc, j'ai ouvert mes oreilles vers l'extérieur de la société et je suis rentré dans une société qui, à l'époque, était absolument inconnue et maintenant est beaucoup plus connue puisqu'il s'agissait d'Oracle. Oracle France venait d'être créé. Le distributeur Oracle France venait de créer Oracle France. Et Oracle France m'a appris le deuxième chapitre le plus important de ma vie. Le premier, c'était la boîte où j'étais, DEC, je te l'ai dit, où là, j'ai quand même appris en une année quelque chose de fondamental, c'est que si on croit vraiment plus en ses solutions et en ses produits que ses concurrents, on a un avantage. Tu regardais les concurrents ou juste tu faisais un focus avec tes grandes méga oreilles? Quand tu es challenger, tu regardes tes concurrents. Ouais. Généralement, c'est quand tu es le numéro 1 que tu peux oublier de regarder tes concurrents. Et quand tu es challenger, généralement, naturellement, tu regardes tes concurrents parce que tu es habitué et tu veux gagner des parts de marché contre des plus gros que toi.
Et là, j'avais compris pourquoi ou comment on gagnait des affaires en étant plus passionné par ces produits. J'avais Donc, adoré. la passion, c'est-à-dire la façon d'en parler, la façon de La passion, présenter. c'est aussi la formation. C'est aussi comment être perspicace, bien formé, alors passionné, c'est pas émotionnel, mais presque, en fait. Mais c'est vrai, par contre, c'est justifié. C'est pas juste j'adore parce que j'adore. Non, Oui. c'est j'adore pour ça et pour ça et pour ça. Monsieur le client ou monsieur le prospect, avec Ou mes raisons. madame. Ou madame. Mais bon, Tu dans as le raison. BTP. Enfin, à l'époque, dans le BTP En et en 1990. informatique, j'ai pas vu une femme. Ok. Et juste, si on part sur ce. Et Oracle, je te disais, qu'est-ce que j'ai appris chez Oracle, ou je suis rentré chez Oracle France. Ouais. J'ai appris le deuxième pilier, en fait, sur lequel ma vie professionnelle s'est basée, c'est que, ok, c'est très bien d'avoir la passion des produits et d'avoir donc de très bons produits, quelque part, parce qu'il vaut mieux que les produits soient très bons pour avoir des bonnes raisons d'être passionné. Et puis ça t'aide à être, enfin, petite mini entracte, ça aide à être un bon sales ou une bonne sales quand les produits que tu as à vendre sont sûr. bons. Hein. Parce Parce qu'en que fait, si pour tu moi, veux- les meilleurs sales, c'est les personnes qui vont dans les meilleures boîtes. Non, mais Et il y a un truc aussi. les meilleures boîtes au meilleur moment. Il y a aussi cette histoire de Mais moment, oui. parce qu'il y a des boîtes Oui. qui sont bonnes à un moment et qui sont moins bonnes à un autre, d'accord? Donc on pourra revenir là-dessus. Donc, Le deuxième pilier, Ouais. c'est Oracle a été créé en même temps qu'une autre société qui s'appelait Ingres, au même moment, au même trimestre, sur le même projet, base de données relationnelles, création des bases de données relationnelles. Et Oracle a toujours été un peu moins bon techniquement que Ingres, mais a toujours vendu 2 à 10 fois plus que Ingres. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi? mais dis-nous. Ah bah parce que eux, ils ont été les meilleurs dans l'industrialisation de la force de vente et marketing. Et ils vendaient en plus cher que Ingres. Enfin, eux, ils vendaient, parce que moi, j'étais employé Oracle. Ouais. En finale, avoir de très bons produits, être passionné par ces produits, et en même temps, ne pas négliger, voire avoir conscience qu'il faut être très bon en sales et marketing, c'est quand même pour moi les 2 piliers de la réussite. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, je fais un bond de 30 ans, que j'ai rejoint la société Salesforce, mais on en reparlera tout à l'heure. Ouais, et est-ce que, typiquement dans le cas d'Oracle, mais c'était aussi dans le cas de DEC, ils investissaient beaucoup dans la force commerciale dès le début. Ça voulait dire quoi l'investissement pour eux? C'était, est-ce qu'ils vous payaient cher? Est-ce qu'ils vous payaient des super formations tout le temps? C'était quoi? À l'époque, il fallait tenir. C'était quand même les règles, entre guillemets, c'était un jeu un peu spécial, un peu rock'n'roll ou un peu rodéo. C'était, en termes, tu parles de salaire, c'était surtout 50% de salaire fixe, 50% Ok. de salaire variable. Par contre, si tu ne faisais pas ton objectif quelques trimestres de suite, et souvent pas une année, moins qu'une année, tu restais pas longtemps. Tu sortais. Tu restais pas longtemps, donc tu sortais. Donc, même si ce n'était pas toujours le cas, parce que bien entendu, tout était évalué, mais c'était quand même la culture américaine et le monde du travail en Amérique qui arrive dans d'autres pays et qui pensent que les règles américaines sont possibles partout. Ce qui est un problème d'ailleurs, parce que les règles ne sont pas du tout les mêmes et donc les cultures du travail ne sont pas les mêmes. Donc en Amérique, il y a une facilité déconcertante pour des Français à embaucher et à licencier. Une flexibilité, une agilité étonnante des deux côtés. Mais en finale, ce n'est pas un problème pour des gens de licencier 1000 personnes et 6 mois après d'en embaucher 3000 pour créer autre chose. Mais en finale, ça avance. Et tu penses que c'est ce qui les rend meilleurs entrepreneurs en l'occurrence? Non. Disons que la culture du risque, la culture de la réussite et de l'échec, donc en fait, un échec là-bas, pour les gens qui créent une start-up, j'avais lu une étude où en fait, ceux qui réussissent avaient déjà créé 2,7 start-up avant de réussir. Mais en France, c'est quelque chose qui est dur, ça. Beaucoup plus dur parce que si tu crées, alors que c'était il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est encore un peu là. Tu crées une start-up, tu te plantes. Souvent, en France, on va t'associer à un échec tout le reste de ta vie. C'est un poids, c'est un boulet. Ouais. Alors qu'en Amérique, c'est un apprentissage. Et moi, j'ai toujours adoré cette idée de provoquer le rebond, en fait. De comment transformer une difficulté ou un obstacle en rebond, en opportunité. Et toute ma vie, j'ai l'impression
que j'ai passé mon temps à faire ça. Transformer des obstacles en opportunités. Et si on a cet état d'esprit, on est tellement plus fort. On est tellement plus fort. Oui, complètement d'accord avec toi. Et quand tu disais aussi, on nous voit comme des gens qui, justement, ont échoué, etc., peut-être que le premier pas vers un changement sur ce sujet en particulier, ce sera que nous-mêmes, on se voit autrement, en fait. Tu as eu 2 grandes expériences, longues, dans des entreprises américaines, où tu as monté des départements et monté toute l'équipe from scratch. Est-ce que tu peux nous parler de la première ? Comment ça a été ? Comment tu as commencé à monter en compétence ? C'est-à-dire que d'abord, tu étais un sales, c'était un bon sales. Tu es allé d'une boîte à une autre, tu as senti le truc, tu es allé chez Oracle, tu as senti le truc. Qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai eu du nez, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en regardant maintenant, ce que j'ai fait et quand je l'ai fait, d'avoir fait des bons moves au bon moment. Et je te disais tout à l'heure, le moment est important. Faire un bon move au mauvais moment, c'est peut-être aussi destructeur que d'aller dans une société moins bonne, mais au bon moment. En fait, c'est aussi important, le timing. Le timing est aussi important que l'endroit où on va. Et il se trouve que aller chez DEC à ce moment-là de ma vie, c'était pas du tout une mauvaise idée. Aller chez Oracle à ce moment-là de la vie d'Oracle et de ma vie, c'était pas du tout une mauvaise idée. Et ensuite, quitter Oracle pour aller chez Business Objects, c'est peut-être une... Qui était française. Mais c'était une société française et pas américaine, où je suis resté 12 ans. C'est fou, ça. C'était franchement pas une mauvaise idée, même si, à part mon épouse, personne autour de moi ne m'a conseillé d'y aller au moment où j'y suis allé. Tu saurais décrire comment ça se fait, tu as cette bonne intuition ? Tu saurais décrire qu'est-ce que tu sondes en toi pour te dire tiens, ou est-ce que c'est juste de la chance en fait ? Non, c'est jamais toujours de la chance. La chance, elle se provoque. C'est comme en sport. Moi, Tout le monde n'a pas le même avis sur la chance. J'ai remarqué toujours que ce sont les meilleurs joueurs qui ont le plus de chance. Et les meilleurs goals qui ont le plus de chance. Ça se provoque, ça se travaille. C'est de temps en temps, et puis sur une vie ou sur une année ou sur une décennie, ça s'équilibre. Il y a des affaires où il y a de la chance, il y a des affaires où il y a de la malchance. Mais sur 10 ans, ça s'équilibre. Sur une affaire, on peut se dire, oui, là, j'ai eu un peu de chance ce jour-là, c'est arrivé au bon moment. En fait, il faut d'abord avoir une conviction, une vision. Donc, j'ai toujours été attiré, pour des raisons, vers une société. À savoir, tout à l'heure, je te disais la portabilité. Ça m'avait attiré chez Oracle. C'était ce truc qui m'avait vraiment attiré. Ensuite, chez Business Objects, j'étais attiré parce que j'en avais discuté avec 2 clients. Et qu'on s'était dit, mais c'est impossible, le SQL c'était le langage pour aller dans la base de données relationnelle, qui était vendu, qui était présenté comme facile d'apprentissage par des non-informaticiens, mais en fait c'était pas vrai. C'était select from where, d'abord c'est de l'anglais, ensuite c'est un vocabulaire un peu spécial, une sémantique un peu spéciale, impossible à des non-informaticiens de commencer à coder ce genre de choses, c'est du code. Et donc, Business Objects, au départ, c'est pour générer automatiquement du SQL avec des mots que tout le monde comprend. Par exemple, chiffre d'affaires par mois, par client. Je clique dans chiffre d'affaires, je clique dans mois, je clique dans client. J'ai le chiffre d'affaires par mois, par client, c'est traduit en SQL, je ne le vois même pas. C'est ça, Business Objects, au départ. Donc, c'est aussi cette idée. Oui, et c'est donc ton savoir informatique. Oui, non, mais c'est pas qu'informatique, parce que c'est aussi... Tu savais que SQL, c'était pas accessible à tout le monde. Bah oui. Et du coup, tu t'es dit... Comme je savais que la portabilité, c'était un coût faramineux pour les entreprises et que je voyais pas, et c'était idiot en plus. Et donc, la base, c'est pas l'intuition, d'accord ? La base, c'est quelque chose de solide, une vision. Ensuite, deuxième pilier, les gens. Les gens. On travaille avec des gens. Ou alors on est en télétravail tout seul. Ce n'est pas le cas de ma vie professionnelle. Et j'espère que ce n'est pas le cas de grand monde en fait, parce qu'il y a une richesse faramineuse à partager des expériences, des conversations et des échanges avec des gens. Et donc les gens avec qui on va travailler, ils vous attirent pas. On a confiance en eux, ils vous inspirent pas. On a confiance en eux, on n'a pas confiance en eux. Et là, c'est plus difficile parce qu'on est tous différents. C'est plus difficile de donner des règles. Mais en fait, on va travailler sa vie entière au bureau avec ces gens-là. Tous les jours, on a intérêt à être bien avec eux et à se sentir bien avec eux. Et donc, pendant tous ces interviews, ces processus de décision, de recrutement, il faut savoir si on est attiré par les gens qu'on voit.
C'est fondamental. Et donc, voilà les 2 piliers, moi, qui m'ont toujours drivé dans mes choix. Mais Donc, dans tes choix en tant 50-50. qu'employé, 50-50. Et comme Et tu- d'ailleurs, en tant que de l'autre côté aussi, parce que des c'est ce recrutements, que j'allais dire, le j'en ai fait. recrutement. Si on fait une petite parenthèse là-dessus, ou même pas une parenthèse, une longue, mais tu as recruté des centaines de personnes dans ta vie. Des milliers même, oui. Des milliers. Est-ce que, depuis ce temps-là, parce que ça a commencé à peu près à cette époque-là, finalement, Oui. est-ce que finalement, tu as fait ressortir 2-3 règles ou 2-3 façons de faire sur le recrutement qui t'ont jamais lâché? Ou est-ce que tu as fait vraiment des big erreurs et que tu n'as plus refait à un moment D'accord. donné? Alors, je pense qu'on fait toujours des erreurs et que le recrutement, c'est sans doute un des aspects les plus difficiles. C'est au moins aussi difficile que de signer des affaires. Mais le recrutement de n'importe quelle fonction, hein. Le recrutement des commerciaux, c'est peut-être encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui sont formés à paraître. Ils savent se vendre eux, mais on n'est pas sûr qu'ils sauront vendre ce qu'ils ont à vendre. Ils savent paraître. Ok. C'est-à-dire que c'est par moments plus difficile de comprendre la réalité du personnage. Parce qu'ils savent se créer une carapace et expliquer des choses ou paraître. Et il faut absolument connaître la véritable personnalité des gens pour décider de recruter ou pas. Et comment tu fais ça? Tout le monde me dit, Lara, je dois recruter des sales, je fais grandir ma team. Quand ils travaillent avec moi, c'est pour ça aussi. Alors, toi, ok, pareil. Tu m'as demandé des règles. Un Oui. truc que j'ai toujours eu en tête, c'est, par expérience que j'ai appris, c'est quand on a un doute, on ne recrute pas. Mais mon Dieu que c'est dur. C'est très dur parce qu'à un Mais moment, mon Dieu que t'as c'est un dur, doute, parce que tu as toujours mais des t'as doutes. besoin. Parce que tu as toujours des doutes. Et en même temps, je dis, mais arrêtez de vouloir recruter le mouton à 5 pattes. Ça n'existe pas. On ne peut pas être à la fois gros et maigre. Mince. On ne peut pas être à la fois et ça et ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, il est fondamental de commencer un cycle de recrutement par bien lister, mais avec les priorités. Si on a besoin de 5 pattes dans un mouton, quelle est la patte la plus importante? Et si j'en ai qu'une, ou 2 sur 5, est-ce que je prends? Oui ou non? Ça, c'est des bonnes questions. Il Avant risque même d'être de un peu voir boiteux, les notre, candidats. Peut-être, notre mais mouton. comme on n'en trouvera pas à 5 pattes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est éliminatoire ou pas? Il faut donc essayer, en plus de tout ce qui est émotionnel et humain, de se driver par un processus et par une réflexion bien pensée, seul ou avec d'autres, au préalable, pour aller beaucoup plus vite et de façon plus efficace. Autre chose, combien de fois j'ai vu au bout de 10 minutes que ça ne marcherait pas, que cette personne, on ne va pas la recruter. Est-ce que la transparence à ce moment-là, ou est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée que d'arrêter l'entretien, quand j'en suis sûr? Mais j'en suis sûr à 100%. Ah, qu'est-ce que C'est-à-dire tu as décidé? Je veux bien ton avis. en sachant que j'ai souvent ou toujours travaillé dans des sociétés où j'ai pas le temps, où le temps me manque. Est-ce que c'est une bonne idée de faire croire à quelqu'un, en continuant les entretiens, que c'est possible, alors que ça va être non? Ben, je crois, personnellement, qu'il vaut mieux dire la vérité, mais il faut faire très attention à comment on l'a dit. Voilà. Parce que c'est pas la même chose que dire « c'est fini, au revoir », excusez-moi, j'ai autre chose à faire, que d'expliquer pourquoi je sais que ça ne va pas pouvoir se faire. Et qu'on peut peut-être passer 20 minutes, une demi-heure ensemble après ce moment-là, même si je viens de vous annoncer que ça ne va pas pouvoir se faire, pour continuer la conversation, parce que vous êtes là, vous avez investi du temps pour venir nous voir, venir me voir, mais de ne pas aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie d'entretien. J'ai compris. Donc en fait, il y a toujours un équilibre à trouver entre la réalité et ce genre de décision. J'ai une question là-dessus. Souvent, on me dit, mais moi, je veux dans mon équipe des intrapreneurs, des gens qui prennent des initiatives, qui font l'extra mile, qui peuvent même... Oui, le mouton à 5 pattes, oui. Voilà. Et en même temps, qui veulent mettre en place des process et que les gens suivent les process, etc. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Toi, tu as été dans des boîtes qui sont Mais qu'est-ce qu'on processées. choisit?
mais qui sont très... Et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est parce que c'est un métier qui combine, on va dire, les meilleurs combinent à la fois la rigueur, le travail de préparation, le travail de compréhension du processus, la rigueur dans l'exécution du processus, et des touches de créativité et des touches de relation, et de la relation humaine à toutes les étapes du processus. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce métier et que je l'adore toujours. Parce que c'est un équilibre qui me passionne, moi. D'un côté, quelque chose de très procéduré, très processus, nanana, et la rigueur, la discipline, et de l'autre côté, les rapports humains. J'adore cet équilibre. Alors maintenant, tu me dis, mais comment on fait? Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. S'il y a 22 qualités qu'on aimerait voir chez le candidat, il est absolument fondamental. Le candidat ou la candidate, il est absolument fondamental de lister ses priorités dans l'ordre. Dans l'ordre. Oui, tu fais au moins un top 5, quoi. Ou presque un top 20, quoi. Je veux dire, Est-ce que tu préfères ça, ça ou ça, ça? Et il faut bien réfléchir sur ce qu'il faut pour réussir dans ce poste-là. Manager dans une société avec des cycles de vente de 3 ans sur un grand compte qui est déjà client, par exemple, où il s'agit de faire passer le client de 100 à 200, ce n'est pas du tout la même chose que manager dans un territoire où, avec des cycles de vente de 3 semaines, dans un territoire où il y a 0 client, où il faut, la première année, convaincre 5 sociétés dans un panel de 5000. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en fonction du métier et en fonction des spécificités de ce job, il faut bien comprendre la feuille de route, ce dont on a besoin. Et donc, ensuite, regarder si ça peut marcher avec les personnes en face. Donc, mais c'est très dur. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je pense aussi que j'en ai fait de moins en moins au cours de ma vie professionnelle. La big erreur, c'est que quand tu avais un doute et que tu continuais quand même, c'est ça la plus grosse? C'est l'erreur la plus facile à faire. Oui. Et puis non, après c'est des erreurs de s'être trompé en fait. De s'être trompé par rapport à ce que je te disais, qu'il y a des gens qu'on n'a pas voulu... Qui ne matchent pas avec non, en fait, ou que tu n'as pas réussi à creuser assez les sujets les plus importants. Parce que c'est souvent ta faute en fait. Si tu sais pas, c'est que tu t'y es mal pris. Comme avec les clients. Comme avec les clients. C'est pas de la faute du client. C'est que toi, tu t'y es mal pris. Ah bah oui, c'est que toi, tu n'as pas osé poser la question qui fâche un peu. Ou tu l'as mal posée. Ou tu as voulu te voiler la face, parce que des fois, on aime bien se voiler la face. Ou tu n'as pas voulu voir. Ou tu n'as pas voulu voir. C'est ça. En effet, souvent dans les affaires perdues, quand tu fais je ne sais plus quel terme en anglais, mais en français, quand tu fais une analyse de la situation, en fait. Une lost analysis. Tu t'aperçois très souvent que, moi je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire de différent? Et souvent, on s'apercevait à un moment donné, ça vient de nous, on aurait dû faire ça. C'est là où ça devient positif, parce que c'est là où tu te dis, la prochaine fois, je vais faire attention à ça. Quand tu dis juste, je suis passé de là où j'étais à 300 personnes, quelqu'un t'a appris à faire ça? T'as eu des super mentors? Ah non, moi j'ai appris... Tout seul? T'as lu des bouquins? Comment tu t'es inspiré? J'ai appris tout seul et j'étais inspiré de certains leaders. De certains des fondateurs? Certains leaders, soit extérieurs, soit intérieurs. Quand tu dis extérieur, par exemple, c'est quoi? C'est chez tes clients? C'est des gens qui te forment ou des gens que tu vois passer à droite à gauche. Comme ce que tu fais toi maintenant avec les entreprises, par exemple? Par exemple. Mais quand tu es jeune, personne ne vient te voir, tu n'as pas de coach, tu n'as pas de coach externe, tu n'es pas confronté à des gens comme ça, ou des gens qui te donnent de formation. Moi, les gens qui me donnaient des formations de vente, il y en a qui m'ont plus intéressé que d'autres, donc qui m'ont plus inspiré que d'autres. Donc, en fait, c'est d'abord et surtout en interne que j'ai appris. Sur le terrain, c'est sans doute une des meilleures écoles. Et puis, j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer dans les sociétés où je travaillais, au-dessus de moi, un sacré paquet de filous, mais aussi un sacré paquet, un certain nombre de gens très inspirants. Donne-nous les noms. Non, mais ok, très clair. Donc, voilà, maintenant... l'état d'esprit est fondamental dans une start-up, c'est que quand ça ne va pas, il faut accepter que ça ne va pas, marche arrière, rétrogradation, et tu repars dans l'autre direction. Donc en fait, cet état d'esprit, je l'ai toujours gardé, même dans les grosses boîtes où j'étais. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si ça ne marche pas, si on s'en aperçoit vite. Ce qui est grave, c'est de s'en apercevoir tard. C'est comme dans une affaire. Je disais tout le temps, bad news early is good news, bad news early is good news. Découvrir très tôt une mauvaise nouvelle ou la certitude qu'on ne va pas gagner cette affaire parce que le décideur
il se trouve qu'il est marié avec le directeur commercial du concurrent, c'est pas du tout idiot de le découvrir parce que moi j'ai encore une fois toujours travaillé dans des boîtes où on n'en avait pas le temps, donc dans ce cas-là le temps je le prenais pour faire autre chose. Bien sûr. Et le pire c'est de perdre du temps alors qu'on aurait pu ne pas le perdre. Ça c'est le pire. Par contre il ne faut pas non plus disqualifier toutes les affaires bêtement sans raison. Bien sûr, mais il faut créer un environnement où en fait tout le monde peut venir te voir et te dire la vérité. La vérité, la confiance. Mon Dieu, comme c'est important. La mission numéro 1 d'un people manager, de quelqu'un qui manage une équipe humaine, c'est de créer un environnement de confiance. De créer un environnement, par contre, où les devoirs et les droits sont connus. Mais de ne jamais parler droit sans parler devoir. De commencer par faire tous ces devoirs avant de commencer le droit numéro 1. Or, les commerciaux ont quand même la fâcheuse tendance d'être obsédés par leurs droits et d'oublier très facilement tous leurs devoirs. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces devoirs, ce droit, la discipline, et inspirer, créer un environnement de confiance dans lequel les gens vont être transparents. Parce que moi, je ne vais pas être transparent avec toi si je n'ai pas confiance en toi. Mais tu ne crois pas que les commerciaux en particulier, et c'est une fonction très particulière de l'entreprise, peut parfois être, comme tu le décris, aussi à cause de la composition de son salaire. C'est-à-dire 50% du salaire, c'est du fixe, 50% c'est du variable. Oui. Et du coup, c'est pas du tout pareil qu'une personne qui a 100% de son fixe et qui fait son travail tous les jours et qui n'a pas de variable. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'est-ce que sujet très intéressant. Et qu'est-ce que comprend Parce qu'il y a un axiome ou une règle qui existe en Amérique sur les commerciaux qui dirait que la seule chose que comprennent les commerciaux, c'est leur plan de rémunération. Et que c'est le plan de rémunération et seul le plan de rémunération qui va impliquer leur comportement. Bien entendu, si vous donnez un bonus à des gens sur tel produit, il va sans doute naturellement beaucoup plus parler de ce produit à ses prospects que les produits où il n'est pas payé. Et là, c'est là où le manager doit être subtil et bien connaître ses commerciaux pour éviter de tomber dans les travers. Mais ça me fait penser à la première boîte dont on a parlé tout à l'heure où j'ai travaillé, qui s'appelait DEC, où le président, Ken Olsen, qui est mort depuis, un mormon de Salt Lake City, lui, pour éviter ces pièges, il avait décidé que ses commerciaux ne seraient payés qu'à 100% de fixe et ne seraient pas du tout commissionnés. Il avait aussi décidé qu'une obligation, un devoir de chaque commercial à chaque premier rendez-vous était de dire ça au client. Monsieur le client, n'ayez pas peur. Ou madame. Tu vois, c'est comme si c'était préparé notre affaire. Madame, monsieur le client, n'ayez pas peur. J'ai compris qu'à cette époque, il n'y avait pas de madame la cliente. Okay. Madame, n'ayez pas peur, je ne vais pas être plus payé si je vous vends plus et moins payé. C'est un bon argument, c'est pas nul. Alors, c'est un argument que j'adorais. J'adorais. C'est sympa, ça rend la conversation super. Mais quand on regarde sur une dizaine d'années où travaillaient les meilleurs commerciaux, ils ne travaillaient pas là. Bah oui. Donc après, il n'y a pas de honte à être motivé par l'argent, en fait. Une des raisons pour lesquelles les commerciaux sont motivés par ce métier, c'est de bien ou très bien gagner leur vie. Voilà. Sans avoir eu à faire particulièrement d'études. Parce qu'il n'y a pas eu d'école de vente en France. Non. Il y en a très peu là en ce moment, mais c'est encore balbutiant. Et c'est étonnant d'ailleurs. Mais même dans les études commerciales, hautes études commerciales, HEC, ça fait pas très longtemps, on ne parle pas des mêmes choses. Non. On ne parle pas de la vente terrain, du cycle de vente et tout ça. Non. On ne parle pas assez. On en parle un peu, mais pas assez. Ouais. Et donc, après, tout va résider dans l'obligation d'un manager d'équipe de s'assurer qu'on reste dans le cadre d'une stratégie bien définie, bien documentée et d'une bonne exécution. D'accord ? Parce que, donc, il y a des limites, c'est toujours pareil. Tout va être dans l'équilibre entre tout cela. Mais ça s'appelle, c'est du management du doigté, en fait, et du coaching. C'est où le manager devient coach
Mais l'environnement doit toujours être un environnement de confiance. Et les commerciaux que j'ai vus, moi, j'en ai vu qui étaient trop obsédés par l'argent, et c'était manifestement la seule raison pour laquelle ils voulaient faire ce métier, ils ne sont pas restés très longtemps commerciaux. Et ils font quoi après? En tout cas, ils ne sont pas restés très longtemps commerciaux avec Chez moi. toi. Ok. Ils sont peut-être restés commerciaux ailleurs, mais pas chez moi. Et comment... Parce que moi, j'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps d'un Américain qui disait « Un manager de sales, ça ne doit pas être un manager de personne, ça doit être le manager du process. » Et son job, c'est d'être coach des people. Oui. Comment on passe de « J'étais un bon sales ou une bonne sales, je suis devenu manager d'une équipe. Ah. Donc là, j'ai frontline. C'est quand même un autre boulot. Elles sont sympas tes questions parce qu'elles sont toutes super intéressantes. Merci pour ce compliment. En rajoutant que malheureusement, 90% des bons commerciaux veulent devenir managers. de people. Mais pourquoi? En plus, ils ne gagneront pas Pourquoi? particulièrement plus La d'argent. raison numéro 1, au départ de leur demande, c'est la réussite sociale. C'est la carte de visite. Ouais. Et là-dessus, j'ai une anecdote. Je sais que tu aimes bien les anecdotes. J'adore les anecdotes. Donc chez Salesforce, on avait quelque chose de génial. On a été, je crois, une des premières boîtes à inventer ça. On a appelé chaque manager vice-président. Alors là, un manager d'une équipe de 5 personnes, first line, c'est-à-dire premier niveau de management, ils étaient plus que contents que n'importe où ailleurs du monde. Parce qu'il y avait marqué sur la carte de visite Regional Vice President, RVP. Comme quoi, quelquefois, on est bien peu de choses. Et tu aurais pu ne pas plus les payer, mais juste pour le Alors, title. un manager découvre assez vite qu'il est moins bien payé que les meilleurs sales. Qu'il va cumuler l'ensemble des problèmes des gens de toute son équipe. Donc s'il y en a 6, ça fait 6 fois plus de problèmes, mais qui ne va pas avoir 6 fois plus de salaire. Et qui va sans doute avoir moins de salaire à la fin de l'année, parce qu'en fait, il faudrait que tout le monde réussisse dans son équipe pour qu'il soit bien payé. Alors qu'avant, ça dépendait que de lui et de sa responsabilité sur son territoire. Donc la probabilité, juste mathématique, que ça arrive est beaucoup plus faible. Et j'en connais qui ont fait le chemin inverse assez vite, à leur demande. Oui. À leur demande. Mais comme ils étaient têtus comme des grosses mulets, des grosses mules, il n'a pas été possible pour moi de les convaincre qu'ils faisaient fausse route avant. Il a fallu qu'ils le fassent. Parce que certains ont un caractère de cochon quand même. Tu es partisan de dire donc que ce n'est pas forcément les meilleurs sales qu'il faut promouvoir. Ça n'a rien à voir, ce sont des métiers différents. Faire quelque chose et le faire faire n'ont rien à voir. Rien à voir. Absolument rien à voir. Par contre, on est dans un métier où si on n'a pas commencé par faire, on ne va pas être crédible en tant que faire ou respecté. Donc malheureusement, il faut passer par là, pour ceux qui savent faire. Toi, tu es meilleur à faire. Moi, j'ai toujours adoré, depuis le début, très vite dans ma vie professionnelle, quand j'étais commercial, je savais que je voulais être manager parce que j'étais attiré vers le partage en fait. Attiré vers le partage et aider des gens, comme tellement adoré que les gens m'aident. Et j'avais envie de rendre l'appareil. J'ai toujours eu envie très tôt d'aider des gens. Et donc, j'ai toujours eu envie d'être manager. Il se trouve que j'ai réussi. Ah bah t'as plutôt bien réussi. Ça a marché. J'ai réussi à le faire assez vite. Et puis à un moment, j'ai fait ma première erreur dans ma première année de management, ma première grosse erreur, ma plus grosse erreur de ma vie. Ouais. C'est que j'ai pensé qu'il fallait que j'aime mes équipiers, mon équipe. Et je pensais aussi que je devais être aimé, à titre personnel. Ah, je connais ce sentiment. Et j'ai carrément, je me suis mis moi-même dans des difficultés, parce qu'une fois que tu es ami avec des gens de ton équipe et qui sont amis avec toi, c'est plus difficile d'avoir une conversation dénuée de sentiments, objective, professionnelle. Et dans le cas où il faut se séparer des gens parce qu'ils n'avancent pas assez malgré tout ce qui a été mis en place pour qu'ils avancent au préalable, c'est quelquefois impossible. Donc très vite, heureusement que j'ai fait ça très vite comme erreur parce que ça m'a obligé moi-même à me créer ma propre carapace et j'ai pas fait 2 fois de suite la même erreur. Faire une erreur une fois, c'est pas grave. Faire 2 fois la même erreur, c'est très grave. Et faire 1000 fois des erreurs différentes. J'ai dit 2 fois. 1000 erreurs différentes. Alors faire 1000 erreurs différentes, c'est pas grave. C'est 1000 fois pas grave. C'est 1000 fois pas. Mais aussi, moi je vois beaucoup de CEO de start-up et de scale-up avec lesquels je travaille qui, malgré eux, deviennent un peu parents de leurs employés.
C'est la même chose, non? Trouver l'équilibre. Ou est-ce que toi, t'avais quand même... Mais Même si t'as appris qu'est-ce qu'un bon leader? Pour moi, c'est un mix, c'est une combinaison de choses. Mais dedans, il y a l'authenticité. On parlait de confiance. Il faut que ce bon leader réussisse à inspirer confiance. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Comment tu fais? Je pense personnellement qu'on ne peut pas inspirer confiance sans être sincère et sans être authentique. Et je pense qu'il est très facile pour n'importe qui de sentir si la personne qui parle ou avec qui on travaille est sincère ou authentique. En moins de quelques minutes, tout le monde le sait. On le sent ou on ne le sent pas, ces choses-là. Donc pour moi, d'abord, un bon leader, c'est quelqu'un qui a ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui est approchable, à qui on peut parler, si on ose. Parce qu'il y a tellement de gens, dans les sociétés plus grandes dans lesquelles j'ai travaillé, qui n'osent pas aller parler aux grands leaders. Mais moi, je n'ai jamais eu ces problèmes-là dans ma vie. J'ai toujours osé. Et ça m'a toujours réussi d'oser avoir des conversations avec des gens avec qui je n'étais pas supposé avoir des conversations parce qu'ils étaient trop leaders ou trop managers, trop haut. Et en fait, tu sais quoi? Ils ont adoré. Ils ont adoré. Parce qu'ils aiment bien avoir des informations terrain, ces gens-là. Parce que leur problème numéro un, quand ils sont trop hauts, là, comme on vient de dire, ils savent pas ce qui se passe dans la vraie vie. C'est qu'autour d'eux, il y a une armée, une cour qui se constitue. Alors, un peu de leur faute aussi, hein. Parce que tu l'as eu après la cour, toi, j'imagine. Je sais pas, je faisais tout pour ne pas avoir la cour autour de moi. Parce que j'ai trop vu ça. Des gens qui disent n'importe quoi, qui disent au leader uniquement ce que le leader veut entendre. Mais c'est plus la vérité, ça. Donc alors, tu conseillerais à n'importe qui travaillant dans une grande entreprise d'aller le plus... Et dans n'importe quelle entreprise, je demande aux gens d'être eux-mêmes, mais d'être très... Un leader, qu'est-ce qu'on veut de lui? Tu parlais, un CEO. On veut de la clarté sur la... Une CEO. Un ou une CEO. De la clarté sur la vision. De la clarté sur la vision. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que va faire cette société? Qu'est-ce qu'on va devenir? Quel est le plan dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? En France et dans les autres pays du monde. C'est dur au tout début d'une start-up parce que souvent tu Mais dois si pivoter. on ne sait pas tout au tout début, on doit bien savoir quelque chose comme homme. Et donc il faut partir sur quelque chose de compréhensible et de clair. Ensuite, pour arriver à cette vision, combien de temps on se donne? Ça aussi, on doit le dire. Et qu'est-ce qu'on va se donner comme moyen pour y arriver? Ensuite, j'attends de lui qu'il soit approchable. Ou d'elle. J'attends de lui ou d'elle qu'il soit approchable, le CEO ou la CEO. Et focus. Particulièrement concentré sur les priorités. C'est-à-dire être capable de définir les priorités aussi. Et de ne pas partir dans tous les sens. Parce que je vois trop de CEO qui ont 17 priorités, ça veut dire qu'ils n'ont pas de priorités. Je suis d'accord avec toi. J'en vois trop. Une des grosses clés de la réussite de Salesforce, c'est la capacité de Marc Benioff à vraiment travailler sur entre 3 et 8 priorités. Et puis après, en voyant les gens, je dis les gens m'ont passionné. Tous les gens que j'ai rencontrés dans le cycle de recrutement, et je pense que j'en ai vu Salesforce. 15. Ouais. Je pense que j'en ai vu 15. C'était quoi le titre du poste? Président France à l'époque. Vice-président France. Mais à la France, 10 salariés. Ouais, c'est ça. Il y avait 10 personnes qui ont créé le bureau, quoi. Voilà. Qui ont créé l'entité administrative, qui ont commencé à débroussailler, quoi. Enfin, la vraie histoire, c'est quand je suis arrivé, ils étaient 50, mais 3 mois après mon arrivée, on était 15. Donc il a fallu qu'il se passe quelque chose. C'était impossible de travailler avec ceux qui sont partis. Donc, d'accord. Donc je préfère dire qu'on était 10 ou 15, mais voilà ce qui s'est passé. Mes premières décisions pendant 3 mois ont été sans doute parmi les plus importantes de celles que j'ai prises chez Salesforce, parce qu'il y avait, je ne sais pas pour quelle raison ou par quel mystère, ils avaient embauché des gens spéciaux qui n'arrivaient pas à reproduire les valeurs de la société sur le terrain et qui étaient même à l'opposé des valeurs de la société. Donc les clients me disaient, on adore vos produits, on ne veut plus voir vos équipes. Ça fait mal. Donc j'ai compris que le problème était profond. Parce que quand tu es arrivé, tu as fait ton enquête en fait. Disons qu'en moins de 2 semaines, j'ai vu les employés tous les employés, parce qu'on n'était pas beaucoup, j'ai vu les clients les plus importants, les partenaires les plus importants. Tu as commencé en arrivant, tu fais ta petite audit perso, et d'où l'importance de ne pas avoir peur qu'on t'aime pas. Alors non, c'était fini mon histoire d'amour là. C'est fini. Mon histoire d'amour, elle était déjà finie. Ça y est, là, pour moi en 88, t'inquiète pas. C'était c'était fini. J'étais là pour être respecté et pour inspirer les gens à aller de l'avant et à réussir.
D'accord? Donc, je vois les gens Ouais. chez Salesforce qui me plaisent. Ensuite, je me dis, mais alors, attends, les produits sont géniaux, vraiment. Ouais. Et j'avais quelqu'un qui, à l'intérieur de la boîte, en qui j'ai très confiance, qui m'avait confirmé que c'était vrai. Donc, j'avais une bonne source interne. Et sales et marketing, ils sont vraiment pas mauvais parce qu'ils font des trucs waouh. Et donc, je me suis dit, mais c'est peut-être Attends, ils font quoi de waouh? c'est peut-être un candidat à mes deux piliers là. Avoir des bons produits, être passionné par ces produits et en même temps être conscient que sales et marketing, ça compte. Que les ventes et le marketing, ça ils font compte. quoi de waouh en sales et marketing? Qu'est-ce qu'ils font de waouh? Bah, il suffit, tu m'as Attends, parlé tout le tout à monde l'heure, ne le sait pas. tu m'as parlé tout à l'heure au tout début de l'entretien Ouais. de notre première rencontre à Dreamforce. Qu'est-ce que c'est que Dreamforce par exemple? Dreamforce. C'est Barack Obama. C'est un endroit créé par, c'est une conférence créée par Salesforce où Salesforce invite est un mot un peu spécial parce que c'est payant, mais où Salesforce Moi, j'ai été invitée. crée un événement où se rencontrent les clients, les partenaires, tout l'écosystème, les journalistes, les analystes, les employés, pas tous mais presque. Et puis, parce que quand on se rencontre, on a envie de temps en temps de faire la fête, après une journée de travail, les artistes de toutes sortes, de tout type, Ouais. les sportifs, les experts. Et c'est devenu quelque chose d'incroyable qui a été créé l'année de création de Salesforce. Et en fait, c'est un lieu de rencontre où il a eu l'idée de génie, Marc Benioff, de vouloir créer ça, un endroit où les gens ont envie d'aller, se rencontrer, échanger, parler entre eux, passer du bon temps professionnel et en fin de journée personnel, sur le sujet de l'évolution de l'innovation technologique pour le bien du business ou pour le bien de la planète. Et bien entendu, de temps en temps, on parle de Salesforce. Mais en fait, 70% du temps de parole est détenu par les clients et partenaires et 30% par Salesforce, pas l'inverse. Et tellement de sociétés font l'inverse. Bien sûr. Il ne faut pas parler dans ces moments-là, il faut laisser les autres parler. Comme Ringover fait avec nous aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple de ce que Genius. Salesforce a fait d'un événement marketing qui est devenu en même temps un événement commercial. Bien sûr. Mais, donc ça, c'est un exemple que je te donne. Ouais. Et donc, en les rencontrant, je savais aussi qu'ils étaient bien structurés ou bien clairs sur ce qu'ils attendaient d'une force de vente et sur la nécessité d'investir dans une bonne force de vente. Ils n'étaient pas comme IBM, par exemple. Ils étaient l'inverse d'IBM. IBM a toujours pensé, quelque part, que c'était un mal nécessaire, une force de vente. Chez IBM, les fonctions clés, c'est les produits, les ingénieurs, recherche et développement, et la finance derrière. Et le rêve d'IBM, c'est que les produits doivent se suffire à eux-mêmes pour être vendus. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et pour réussir, en fait, et sur la durée, parce que réussir une année, c'est très difficile, mais ça ne suffit pas. Pour réussir sur la durée et longtemps encore, il faut les deux. Il faut à la fois des très bons produits, de bonne recherche et développement, bonne vision, bonne innovation et tout, et faire vivre tout ça. Mais il faut aussi bonne force de vente, bonne culture commerciale, bon marketing. Il faut les deux. C'est plus dur, mais c'est comme ça. Alors, on va parler de la formation des sales chez Salesforce. Mais d'abord, on va commencer, si tu veux bien, par ce fameux V2MOM. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, sauf si vous avez travaillé Non, je vais essayer de le résumer alors. Chez Salesforce. Mais alors, le jour où Olivier m'en a parlé, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai adoré, et je me suis dit que toutes les boîtes du monde devraient faire ça. Bah moi aussi, je me dis ça, et je n'ai pas encore trouvé la recette pour convaincre tout le monde, parce qu'en France, malheureusement, il y a trop de gens qui me disent qu'ils adorent ça, mais ils ne le mettent pas en œuvre. Moi, j'étais CEO de ma boîte, et je l'ai dit à mes cofondateurs le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait un message WhatsApp vocal. Bon, déjà, ils détestent ça, donc peut-être que mon moyen de communication était merdique à la base, parce qu'ils détestent les vocaux. Ensuite, j'avais dit, c'est trop génial, il faut qu'on fasse ça. Ça n'a pas pris. Je suis très triste que ça n'a pas pris.
Mais est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, je pense qu'il doit y avoir des je vais terrains résumer. favorables. En fait, c'est un des secrets les plus méconnus de la réussite de Salesforce, mais c'est un secret opérationnel. Ça n'a rien à voir avec la vision de la société, ça n'a rien à voir avec la qualité des produits de la société, ça a à voir avec comment, dans une société, communiquer dans toute la société sur la vision de son job, sur les valeurs de son job ou de la société, et sur les priorités opérationnelles qu'on va avoir cette année dans son job. Et c'est fait pour que tout le monde puisse avoir son plan. Si vous êtes 8 personnes vont avoir leur plan. Alors, chez Salesforce, ce plan s'appelle V2MOM, V2MOM en anglais. On pourrait l'appeler plan opérationnel, on pourrait l'appeler stratégie opérationnelle, on pourrait l'appeler ce que vous voulez. Je vais l'appeler plan dans cette conversation, c'est plus simple. Et ça commence par le président de la société, qui lui porte la vision de la société, puisque son job, c'est d'être président de la société. Donc le premier V du V2MOM, c'est la vision. Mais il y a un 2 à côté. Donc il faut une vision, j'insiste un peu, exprimée clairement en quelques phrases, maximum 7 ou 8 phrases. Minimum une phrase. Mais très clairement, on doit comprendre ce que fait cette société. L'autre jour, je demandais à un président avec qui je travaille d'une start-up de m'expliquer ça. Il me l'explique. Je lui dis, ok, je relis ta vision devant toi. Je ne sais pas si vous vendez du logiciel ou du service. Je ne sais pas sur ces mots-là si tu vends du logiciel ou du service. Ne crois-tu pas que ça serait quand même bien que les gens à qui tu parles de ta vision sachent si tu vends du logiciel ou du service ou les deux? On a modifié sa vision. Parce qu'il a été convaincu que c'était mieux. Donc, exprimer clairement sa vision. Le deuxième V, c'est les valeurs de la société. En tant qu'individu, on a des valeurs auxquelles on s'attache plus qu'à d'autres. Une personne morale, une société a aussi des valeurs. Il est fondamental, à mes yeux, de expliquer ces valeurs quand on est dans une société, quand on est dirigeant d'une société, quelles sont les valeurs de la société que je représente ou que je dirige, qui peut-être sont assez similaires avec mes valeurs en tant qu'individu, homme ou femme, président, présidente. Bravo! Peut-être pas. Peut-être partiellement. Et là, il faut faire le même exercice qu'avec les priorités, c'est-à-dire, si j'en ai qu'une valeur, c'est laquelle? Pourquoi? Parce que ça va t'aider après dans toutes tes campagnes de recrutement, de clients, ou de salariés, ou de partenaires, ou de journalistes, ou de je ne sais quoi, à expliquer qui tu es. C'est ton étoile, quoi. Et c'est mieux quand tu expliques qui tu es clairement, parce que les gens te comprennent mieux. Et ils peuvent plus se dire si c'est intéressant ou pas, inspirant ou pas. Et donc, il faut les définir, ces valeurs. 1, 2, 3, 4. Et là, il ne faut pas se tromper. Elles n'ont pas vocation à changer trop souvent. Elles peuvent changer, mais tu ne vas pas les faire changer tous les 6 mois. Parce que là, ça veut dire que toi, tu ne sais plus où tu vas. Tu peux les faire changer tous les 2-3 ans, te remplacer une par une autre. Ok, mais il vaut mieux les stabiliser. Ok. Mais la première est plus importante que la deuxième. C'est-à-dire, s'il n'y en a qu'une, si tu n'en gardes qu'une, tu mets quoi? Et chez Salesforce, la première, c'était la confiance. Et j'ai adoré ça. Parce qu'en fait, c'est la base de tout. Si tu as confiance en moi, on va pouvoir construire des choses. Et si j'ai confiance en toi, pareil. Si on n'a pas confiance l'un en l'autre, on ne pourra rien construire. Je ne comprends pas que la confiance ne soit pas la valeur numéro 1 de centaines de sociétés en France. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, attends. Juste pour le... Ça, c'est le deuxième V. Ensuite. Juste, attends. Le V2MOM, tu nous expliques après quand on le fait, à quelle fréquence. Le V2MOM est fait chez Salesforce tous les ans, pour tous les salariés, par tous les salariés. Je répète, tous les ans, pour tous les salariés, par tous les salariés. Il a même été fait une fois supplémentaire pendant la crise du Covid, événement exceptionnel, ils ont fait un V2MOM Covid. Une fois par an. On a donc changé les priorités à ce moment-là, parce que le monde a changé de priorité. Donc une fois par an, Marc Benioff faisait son V2MOM d'abord lui. Processus très intéressant. Marc Benioff, avant le premier jour de la nouvelle année, pendant les 3 mois précédents, a travaillé avec son comité de direction sur le V2MOM de l'année d'après. Ils ont discuté à 10 là-dessus. Il présente son V2MOM le 3e jour de chaque nouvelle année fiscale à 500 personnes. On était à peu près 20 000 à l'époque dans la société, à 500 personnes, ces cadres dirigeants. Pour feedback challenge feedback, c'est-à-dire à la fin de la semaine, on doit les avoir validés.
Ouais. Mais ça a pu changer entre-temps. Parce qu'on fait une Ok. semaine, on lui dit mais là on comprend rien, là on comprend, et ça tourne, il y a 500 personnes qui parlent, c'est un Wow. truc d'enfer. Et en plus, c'est diffusé en live dans la tête des 20 000 personnes qui peuvent assister en Ok. temps réel à ça. Transparence, tu m'as dit tout à l'heure. J'adore. Totale transparence. Il y avait des iPads de 4 mètres de haut où on voyait tous les gens faire des commentaires live. À chaque fois que quelqu'un parle, tout le monde peut faire un commentaire sur la présentation qu'ils écoutent. Waouh, waouh, waouh. Mais John, on comprend rien à ta presse. Attends, Ok. j'ai vu ça en live. Donc, on Donc, était à on est- vie, on a nos tout Les valeurs. Attends, mais tu me parlais du process. Ouais. Et sur 3 mois, obligation Oui. totale Ouais. que tout le monde, en cascade, fasse son B2BOM validé par son manager. À la fin du processus, chaque individu, chaque salarié a son plan opérationnel. Il a ses priorités au nombre maximum de 8. Parce que là, j'ai parlé vision-valeur, je n'ai pas parlé des priorités. Voilà, maintenant. Les priorités, ou M en anglais, le M en anglais, c'est méthode, on va dire priorité en français. Ma priorité numéro 1, c'est quoi cette année? Est-ce que c'est le recrutement de 27 personnes, ou est-ce que c'est perdre 0 client, ou est-ce que c'est 23% de croissance de mes ventes? Oui. Et si c'est... voilà. Et il faut Il y choisir. en a une. Non, il y en a une à la place numéro 1. Et il y a combien de places? Il y a, on recommandait maximum 8 places. Très bien. Maximum. Moi, je Pour le recommandais premier plutôt M, hein, on 5. est d'accord. Ok. Ouais, mais là, ça tourne. En fait, MOM, ça tourne autant de fois qu'il y a de priorités. Une priorité, les O, c'est les obstacles. O, obstacle. Pour chaque priorité. Pour chaque priorité, qu'est-ce qui peut m'empêcher de réussir? Obstacle. Ok. Et le troisième M, ou le dernier M, c'est métrique. En anglais, on va dire les objectifs. C'est avec comment je vais savoir si je réussis. Quel KPI je vais dois suivre, en fait. je dois me donner mon objectif et je dois me donner la valeur de cet objectif pour décider à la fin de l'année, parce que c'est annuel. Mais ça peut être par trimestre aussi. Hein. C'est annuel avec des points de passage tous les trimestres. C'est comme ça qu'on le faisait. Ouais. Si on va réussir ou pas. Comme ça, c'est objectif. On le définit. Et à chaque fois, pour chaque opportunité, MOM, MOM, Très bien. MOM. Très bien. Priorité, obstacle, indicateur. Est-ce que Priorité, obstacle, indicateur. Priorité 1, si j'en ai qu'une, Ouais. c'est quoi cette année? Des ventes ou pas? Alors, quand les ventes allaient bien ou très bien, nous, on mettait souvent juste au-dessus des ventes tout ce qui était culture de l'entreprise, people. Et quand on souffrait un peu plus en vente, on mettait souvent les ventes en numéro 1 dans nos il fallait comités que de ce direction. soit aligné avec le type ou la femme au-dessus? Validé par, donc aligné. Validé ça. par, donc aligné. Et Marc qui vous dit votre Voilà. truc, vous, après, à échelle de pays, il faut que ça ait La un première rapport. semaine 1, sous lui, ils avaient une semaine pour le faire, validé par Marc. En dessous de eux, une semaine pour le faire, validé par eux, et ainsi de suite dans la société, quelle que soit la taille de la société. Mais tout le monde a ce V2MOM, ou ce plan opérationnel, et là c'est le summum, il est visible en temps réel sur l'iPhone par tout le monde. On avait une application visible, ouais. Salesforce qui permettait de voir ça. Si tu Tu veux, croises ton collègue. si tu veux passer sais du ses temps avec prios. moi en tant que directeur général France, qui est responsable du V2MOM France, Je sais. tu as intérêt à aller voir mon V2MOM avant, parce que c'est transparent, c'est public, c'est public dans l'entreprise. Oui. Tu sais quelles sont mes priorités, et tu as intérêt à coller ton sujet de discussion avec une de mes priorités, sinon je ne vais pas t'écouter très fort. Ça, c'est génial. Ok. Donc c'est pour faire gagner, c'est pour de l'alignement en fait. L'objectif c'est alignement maximum, efficacité maximale. Et si tu le fais, tu dois le faire complètement. Alors, ok, pour le mettre en place, tu peux commencer à le mettre en place d'abord là-haut. Parce que déjà, si un patron sait décrire sa vision et ses valeurs et les objectifs de la boîte, c'est déjà pas mal. C'est déjà C'est pas un très mal. bon début parce que j'ai C'est un vu plein bon de patrons début. qui ne savent pas faire ça. Ok. Mais le summum, c'est quand ça descend Ça partout. descend. Tu les retrouves après dans les one-to-one avec tes sales? Qui? Bah, est-ce que Les vidéos un manager Alors, ça serait bien. avec Alors, ses first idéalement, pour aller jusqu'au bout, pour boucler la boucle, ça serait même bien que le salaire variable des gens soit allié au V2MOM. line? Ouais. Tu vois? Peut-être que c'est leur Graal. Alors, Un jour, ça va on n'a arriver. pas réussi à aller jusque-là chez Salesforce, Ouais. mais quelquefois, on n'était pas loin. Parce que les priorités d'un commercial, tu sais ce que c'est? C'est son plan de succès. Et son plan de succès, c'est quoi? C'est la définition de sa stratégie de réussite sur l'année. Si j'ai un objectif annuel, bien entendu, si j'ai un objectif trimestriel, c'est sur le trimestre, si j'ai un objectif par semaine, c'est sur ma semaine. Comment je vais réussir ma semaine? Quel est mon plan de réussite? Voilà mon territoire, voilà le territoire dont j'ai la responsabilité, ce n'est pas mon territoire d'ailleurs, c'est le territoire dont j'ai la responsabilité où je représente ma marque en tant que commercial. Voilà mon objectif. Quel est mon plan d'attaque pour réussir? Ça ne marche pas s'il n'y a pas de plan d'attaque. Donc ce plan d'attaque, ma stratégie d'attaque, c'est ce que moi j'appelais le success plan, le plan de succès. Ce plan de succès doit être formalisé
au début de la période, bien entendu, pas à la fin de la période. Au début de la période. Et validé, construit avec mon manager ou validé par mon manager. Où on va définir, si c'est une équipe multifacette, on va définir les rôles et les responsabilités des uns. J'attends de toi que tu m'aides à faire ça, toi tu vas m'aider à faire ça, tel client, tel truc, tel nanana. Et quand tout ça c'est clair, l'orchestre est prêt. Moi je suis chef d'orchestre en tant que commercial. Ça c'est un peu mon success plan, c'est un peu je définis moi-même la partition. J'écris, je suis un peu compositeur. Je suis d'accord avec toi. Je suis compositeur, je ne suis pas que chef d'orchestre. Je compose, mais après je suis un chef d'orchestre. Mon orchestre est là, l'orchestre dont j'ai la responsabilité, puisque je suis chef d'orchestre, pour que ça soit harmonieux, tout le monde doit savoir à quel moment commencer à souffler dans le biniou. En parlant de biniou, non, j'ai 2 dernières questions pour toi. Une sur la formation des commerciaux. On en a parlé au début. Tu es un peu obsédé avec la formation des commerciaux, mais c'est tellement important, la formation continue en fait. La formation continue. Chez Ringover, ils sont obsédés avec les commerciaux parce qu'ils les servent. Oui. Moi, je suis sales coach, donc évidemment, je suis obsédée avec ça. Et toi, tu as été CEO de Salesforce et maintenant, tu es un consultant qui connaît à peu près tout ce qui est possible et imaginable de faire avec une équipe commerciale, d'où mon obsession. La formation des commerciaux, donc avant, c'était 9 mois quand tu étais au tout début chez DEC. Chez Salesforce, ça se passe comment? Moi, j'adore me dire, je suis une petite souris, j'ai envie de savoir comment ça se passe dans les meilleures boîtes du monde. Tu sais, je crois que… Dans le cas de Salesforce, c'est incroyable. La force commerciale est incroyable. Je ne sais pas si elle est incroyable, mais ensemble, on a réussi à faire… Quand je t'ai rencontré… On a réussi à franchir de sacrées montagnes avec la force commerciale qu'on a réussi à créer chez Salesforce en France entre 2010 et 2021. Et juste, vous vous adressez aussi en plus à des équipes commerciales. Donc, vous deviez d'être aussi le state of the art de ce qu'on doit faire commercialement. Tu as raison, ce sont des commerciaux qui essayent de convaincre sur les valeurs d'un produit pour les commerciaux de nos clients. D'où un niveau particulièrement élevé. On avait donc un rôle ou une nécessité d'être le plus exemplaire, entre guillemets, possible. Exactement. Alors, comment former nos commerciaux? Déjà, la première chose à faire, c'est de responsabiliser chaque individu sur le fait qu'il est le premier responsable de sa propre formation. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des gens qui s'attendent à ce que tout le monde les prenne par la main et les envoie dans les bonnes formations. Il faut d'abord que chaque personne ait bien conscience de sa propre responsabilité pour passer du temps chaque semaine ou chaque mois à se former. Combien de temps je vais passer à me former ce mois-ci? Si c'est 10%, s'il y a 20 journées de travail sur le mois, ça va faire 2 jours pleins. Je suis responsable de me trouver 2 jours dans mon mois pour me former et de ne pas, à chaque fois, mettre ça pour le mois prochain. Ensuite, Salesforce a l'obligation de fournir un catalogue ou des formations, un playbook de formation pour les divers métiers ou pour divers sujets. Des formations à la fois techniques ou de soft skills ou de comportement et des formations électroniques et des formations dans des salles. Mais donc Salesforce a beaucoup investi, énormément investi sur des tas de formations électroniques. Il y a un catalogue Il y a un catalogue de formations électroniques. Tu peux avoir accès c'est à un plein truc de fou. Sur des sujets aussi variés que qu'est-ce que c'est que le SQL par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le harcèlement aussi. Est disponible pour tout le monde. Alors, Salesforce oblige même dans les devoirs tous les salariés à suivre un certain nombre d'entre elles. Ça et comme c'est électronique, si tu ne l'as pas, tu reçois un warning, un deuxième warning, ton manager intervient et après ça bloque beaucoup de choses dans ta carrière. Avertissement et tout et tout. C'est obligé. Mais tu dois toi-même t'y consacrer, te convaincre que passer 2 jours par mois, si c'est 2 jours par mois le bon chiffre, hein, ça peut être entre 1 et 3, mais 10% par 10% de ton temps, ça ne paraît pas démesuré. 10% de son temps pour se former dans un secteur où l'innovation est rapide, dans un secteur où ça va très 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 vite, où les concurrents arrivent de façon surprenante par moment, où il faut réagir et agir. Donc il faut y aller, quoi. C'est un sacré investissement de ton temps
mais la société a l'obligation d'avoir un bon playbook, un bon catalogue, des bons conseils aussi humains. Chaque manager doit parler de ça avec son équipier à chaque fois qu'il se voit. Ou équipière. Son équipier ou son équipière à chaque fois qu'il se voit pour concrétiser le plan de formation. Ouais. Sans que ça soit trop administratif, hein, parce qu'il faut être agile aussi. Oui, bien sûr. Tu attribuerais la réussite de Salesforce à l'investissement que cette entreprise a fait dans la formation de ses employés? À l'investissement en général que l'entreprise est prête à faire quand elle a défini ses priorités. C'est surtout à ça que je dirais. Et comme parmi les top priorités, il y a la visibilité extérieure et il y a les people, bien entendu, Salesforce dépense beaucoup plus que n'importe quelle autre société sur la visibilité. Ils n'ont pas eu peur de dépenser des milliards pour créer des Dreamforce exceptionnels où il y a 100 000 individus qui viennent en 2 jours, où il y a des queues de 3 km, où tous les restaurants de San Francisco sont bookés pendant une semaine, tous. Pour le coup, je confirme, c'était assez impressionnant. Mais c'est une ville qui se transforme. Et n'a pas eu peur d'investir des millions, des centaines de millions pour la formation de ses propres employés, parce qu'ils avaient décidé d'être aussi dans les top 3, voire les top 3 dans chaque pays en Best Place to Work. Que les employés puissent exprimer leur point de vue sur leur vie dans l'entreprise. Parce qu'ils savent, Salesforce, que des employés motivés, même s'ils travaillent 4 jours par semaine et pas 5, vont travailler beaucoup mieux et être beaucoup plus efficaces que des salariés non motivés. J'ai une autre question pour toi. Les personnes avec lesquelles tu as le plus aimé travailler, qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Clarté de la vision, clarté des priorités, accessibilité avec une grosse carapace professionnelle, mais quand même accessibilité, c'est-à-dire que cet équilibre, c'était pas impossible d'aller parler avec eux, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et puis, à l'écoute. C'est tellement facile de voir si quelqu'un t'écoute ou pas. Il y a tellement de gens qui ont fait semblant de m'écouter quand je leur parlais, ceux-là, ils ne font pas partie de ma liste. Il y a trop de gens qui font semblant dans le monde. Et voilà les caractéristiques, on va dire, les plus importantes à mes yeux, en tout cas, qu'avaient tous ces gens. Par contre, ils n'ont pas été très nombreux, ceux que je pourrais qualifier de vraiment inspirants. Mais quand même, j'ai eu la chance de rencontrer 3 ou 4 dans ma vie. Et quelquefois, je sais qu'autour de moi, en fait, des gens dans toute leur carrière professionnelle n'en rencontrent pas. Donc je sais la chance que j'ai eue de pouvoir en rencontrer 3 ou 4. Par contre, à côté de ça, j'ai vu des malfrats ou des barbares. Et ça, il faut faire attention. Et il faut trouver une solution pour les éliminer. Je le dis vraiment franchement, pour les éliminer. Moi, je rêve à un capitalisme plus humaniste, qui doit passer par l'élimination des barbares. Il faut qu'ils aillent travailler ailleurs, dans une société qui s'appellerait barbare, par exemple. Mais j'ai vu trop de comportements inacceptables humainement autour de moi, et qu'à chaque fois que j'ai vu, je me suis battu, mais jusqu'au bout de mes forces, pour contrer cela. Je n'ai pas toujours réussi, ça m'a valu des sacrés coups sur la tête, d'énormes coups sur la tête, mais je continuerai ce combat jusqu'à la fin de mes jours. C'est trop beau, on va finir sur ça. Et en plus, tu viens de parler de l'écoute et on va en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup, Olivier. Comme toujours, les conversations avec toi, c'est un bonheur. Merci à toi, Lara. Merci à vous. Merci. Tu peux me parler de la part talent versus travail pour que toutes les personnes qui commencent leur carrière ou sont au milieu ou sont à la fin, mais plutôt du début au milieu, qu'elles sachent un peu qu'est-ce que ça t'a coûté en fait, tout ce parcours-là. Ouais, le mot talent, c'est un mot en effet super important, surtout qu'on dit souvent dans les entreprises, je voudrais recruter les talents, les meilleurs talents, garder mes talents, garder les talents, talent, travail, l'équilibre. Alors pour ceux qui ont du talent, un talent particulier, exceptionnel presque, qui correspond donc par définition exceptionnel à moins de 5% de la population, gardez-le. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire la différence en fait. Il faut, et surtout en France, il faut bien comprendre ça. Et on va faire une analogie, on peut faire une analogie avec le sport.
Les meilleurs ont du talent, mais ils ont surtout une force de travail et une qualité de travail en continu, à la fois dans la pratique de leur sport et dans leur vie autour de leur sport, avec leur équipe et tout seul, qui fait qu'ils vont devenir vraiment le numéro 1, ou la numéro 1. Donc en ce qui me concerne, j'ai jamais cru que j'avais beaucoup de talent. Jamais de ma vie. J'ai toujours vu que j'étais différent de pas mal de collègues, que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde professionnel, mais j'ai jamais cru que j'avais plus de talent que quiconque, jamais. Et j'ai donc travaillé sans doute plus, pas que quiconque, mais je me mets dans les top 5% de tout ce que j'ai vu autour de moi. Et Dieu sait si j'ai croisé des gens qui travaillent beaucoup. Jusqu'au jour où je me suis dit, il faudrait réussir à être efficace sans travailler autant. Jusqu'au jour où ça a été trop, presque, dans ma vie, de travailler trop. Et là, on touche une question clé, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais ce n'est pas le sens de ta question. Il faut que les gens comprennent que quand ils ont une passion, quand ils sont heureux dans leur travail, il faut absolument qu'ils se donnent les moyens d'avancer et de réussir en travaillant. En travaillant beaucoup. En travaillant beaucoup, ça ne veut pas dire en travaillant trop. Je ne suis pas en train de dire travailler 7 jours sur 7, 18 heures par jour, même si quelquefois c'est ce que j'ai fait. Mais c'est une erreur, ça, de l'avoir trop fait. Il faut trouver son équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Et dans sa vie professionnelle, il faut travailler beaucoup plus que se reposer sur son talent. Si on commence à se reposer sur son talent, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, quelle que soit la hauteur du talent. Merci.